Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir cette semaine Xavier Astolfi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Cristal Union, donc qui commercialise notamment la marque qu'on connaît presque tous, Sucre Daddy. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors on va commencer par la séquence David rencontre Goliath. Et là vous allez faire face à une start-up et vous verrez, vous avez quelques petits sujets en commun. Ensuite on fera la séquence en coulisses où là vraiment on va parler de votre rôle de dirigeant, voilà, pour démystifier tout ça. Et on terminera par l'interview chrono qui est là une série de questions-réponses très rapides. Très bien. Et bien écoutez, on va tout de suite pouvoir passer à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui vous fait face, c'est Airtium et je suis ravie d'accueillir son cofondateur, donc Andrej Kloško. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous dire, allez, dans les termes un peu simples, ce qu'est Airtium, parce que là on va parler plutôt de stockage d'énergie, si j'ai bien compris. Alors, stockage d'énergie, c'est comme ça qu'on a commencé. Pour stocker l'énergie, il faut un convertisseur et ce convertisseur est devenu notre produit. Ce convertisseur, c'est une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est comme un frigo à l'envers, en gros. On s'en sert pour chauffer des maisons, on s'en sert pour faire de l'eau chaude, sanitaire, et on peut aussi s'en servir pour faire de la vapeur et de l'air chaud dans l'industrie. Et c'est justement l'application qu'on a choisie. Donc de fournir de la chaleur, en fait, industrielle, entre 100 et 550 degrés. C'est de la chaleur dont les industriels ont besoin pour faire un procédé. Et de la fournir en consommant 2 fois moins d'électricité que si on le faisait avec une résistance chauffante. Ce qui fait qu'on devient moins cher que le gaz naturel dans certains cas, et alors que le gaz naturel est le vecteur le plus utilisé aujourd'hui pour ces applications-là. Alors, vous connaissiez ou pas ? Alors, je découvre, mais les applications sont fort intéressantes parce que dans notre industrie, on est consommateur de grandes quantités de chaleur. En fait, on part d'un produit qui contient 75% d'eau qu'il faut déshydrater, donc ça nécessite beaucoup d'énergie. Et donc aujourd'hui, on produit effectivement notre énergie à partir de gaz naturel. Et comme on est en plus dans des milieux ruraux, puisqu'on ne cultive pas la betterave au centre des villes, mais plutôt au milieu des campagnes, eh bien, nous sommes très peu reliés au réseau électrique. Et donc, nous faisons ce qui s'appelle de la cogénération. Nous produisons à la fois de la vapeur et l'électricité dont nous avons besoin à l'intérieur de nos sites. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que nous avons besoin de vapeur entre 130 et 200 degrés pour nos process sucriers. Et donc, avec qui vous travaillez plutôt c'est plutôt voilà, des entreprises, des usines comme celle-ci. Est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience maintenant un peu plus des industriels sur ce sujet ? Alors justement, les industriels, typiquement, Cristal Union ferait partie de nos cibles potentielles. On en a beaucoup. Hein. Là, notre premier Memorandum of Understanding, donc le premier, on va dire, accord, pré-accord, c'est avec McCain Foods, donc géant de la patate frite, en gros. Ils ont plusieurs dizaines d'usines dans le monde qui consomment toutes une quantité phénoménale de chaleur. Et eux, pour le coup, ils ont beaucoup moins justement de matières premières qui peuvent brûler sur place. Justement, le sucre est un petit peu une particularité, c'est que justement, vous avez beaucoup de biomasse disponible. En tout cas, vous pouvez faire de la cogénération sur site, alors qu'il y a des usines qui sont plus petites, qui n'ont pas forcément cette chance, on va dire. Voilà. Vous travaillez un peu avec des startups, des jeunes entreprises innovantes, ou là, vous faites tout plutôt aller en interne ? Alors, on essaye de faire beaucoup de choses en interne, mais on regarde aussi ce qui se passe du côté des startups. On travaille avec différentes startups dans différents domaines. Dans le domaine de la transition écologique, notamment avec une startup qui s'appelle My Farm. On travaille dans le domaine industriel avec une startup qui n'est plus une startup aujourd'hui, qui s'appelle Global Bioénergie, mais on a accompagné cette société depuis le départ. Et puis, à chaque fois que le besoin s'en fait sentir ou que l'idée est bonne, on peut travailler avec des startups. Il n'y a aucune contre-indication, bien au contraire. Et alors, c'est facile d'aller les convaincre aujourd'hui ou pas, tous ces industriels ? Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que mon associé est un commercial de formation qui, justement, sait amorcer les discussions, sait comprendre les besoins, etc. Moi, à la base, je suis venu plus d'une partie technique. Je suis arrivé en position de CEO, c'est-à-dire stratège aussi, sur cette entreprise-là. Mais je suis parti à la base de ce background d'inventeur, quoi. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais au final, en fait, il y a un besoin réel et on apporte une solution qui satisfait ce besoin. Donc ça facilite beaucoup les choses.
Qu'est-ce que vous pouvez lui donner peut-être comme conseil sur un jeune entrepreneur comme ça dans le monde de l'industrie? C'est pas évident. Alors d'abord, de persévérer, parce que quand l'idée est bonne, il faut aller jusqu'au bout. Et le développement d'une société est toujours semé d'embûches. Donc il faut vraiment persévérer, surtout quand on est persuadé. Et quand on est persuadé soi-même, ça permet aussi de pouvoir commercialiser beaucoup plus facilement. Et d'autant plus que voilà, la route est longue. Je crois que vous en êtes au stade du prototype. Donc il va falloir encore passer un peu de temps. Mais surtout, continuez, ne perdez pas espoir. D'ailleurs, oui, vous êtes plutôt au début. On voit que la solution a l'air en tout cas super sur le papier. C'est quoi un peu les plus gros challenges que là, vous pouvez avoir aujourd'hui? Je dirais que le plus dur dans une entreprise, c'est souvent le recrutement. On a des très très bons profils, mais on va dire, ça fait partie de notre travail et c'est un travail important de les garder et d'en attirer de nouveaux et d'avoir vraiment les meilleurs. Parce qu'on est sur un produit innovant, on est sur une machine qui n'a jamais existé. Et il faut qu'on amène à l'industrialisation dans des délais qui ne sont pas ceux habituels. C'est-à-dire qu'une industrie habituelle va dire, sur un projet comme ça, il faut 5 ou 10 ans pour passer du proto à l'industrie. Nous, on n'a pas du tout ce temps-là. Donc en fait, il faut employer des méthodes qui ne sont pas tout à fait standards, mais qui existent. Ça a déjà été utilisé, il y a déjà des acteurs qui l'ont fait. Et donc, on doit être parmi les meilleurs au niveau du temps d'exécution. Mais pour l'instant, justement, on arrive à le faire, mais ce n'est pas quelque chose de facile, quoi. Voilà. Vous avez des soucis ou pas pour recruter ou non? Comme voilà, vous avez un nom. Les mêmes soucis. Nous aussi, on cherche des compétences et on cherche des compétences en milieu rural. Donc voilà, il faut attirer les talents. Et une fois qu'on les a attirés, il faut les fidéliser. Donc tout ça, c'est une politique sociale interne à Cristal Union que nous avons développée, que nous poursuivons. Mais on a beaucoup d'initiatives justement pour nous faire connaître et fidéliser, recruter, faire en sorte que nous puissions attirer, comme tout le monde, les meilleurs. Et alors, c'est quoi un peu, vous, les prochaines étapes là, de Hertium, les 2024 si on... Alors, on a mis très longtemps à trouver les briques technologiques nécessaires pour que cette machine devienne réelle. Là, on est sur le point de faire tourner la première machine qui atteindra une température nominale de 200 degrés. Il y a très peu de compagnies, de boîtes dans le monde qui sont capables de faire des pompes à chaleur aussi chaudes déjà. Et nous, notre objectif avec cette techno, c'est de monter jusqu'à 550. 550, ça permet d'aller chercher le papier, le séchage par impact d'air très chaud. Ça permet d'aller chercher la chimie, qui a aussi besoin de décarbonation après cette température-là. Et on va quand même se focaliser, enfin la masse de notre clientèle future est quand même autour de 250 degrés. Et cette machine, la suivante les atteindra largement, les 250. Et donc en 2027, à peu près, 26, on aura un démonstrateur, une centaine de kilowatts, qui prouvera en fait que cette machine est capable de fournir de la chaleur à la moitié du prix, en gros, énergétique, d'une résistance chauffante. Évidemment, gros sujet de toute façon, avec la hausse des coûts de l'énergie. On n'a pas pu en parler. Mais en tout cas, merci beaucoup André d'être venu avec nous sur le plateau et on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, vous êtes diplômé de Polytechnique des Mines. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un patron très technique et pas du tout business? Alors, je suis... Pour commencer, déjà, je suis rentré dans le milieu sucrier alors que rien ne m'y prédestinait. Je suis parisien d'origine et j'ai fait donc mes études à Paris, effectivement, classe préparatoire, école polytechnique, l'école des mines de Paris. Et a priori, rien ne me prédestinait à rentrer dans le secteur sucrier, si ce n'est que j'ai découvert ce secteur au cours d'un stage pendant mes études et que ça m'a tout de suite plu. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu sucrier et j'ai été passionné et la passion fait que on progresse d'ingénieur de formation à tous les stades de l'entreprise et pour finir directeur général. À touche à tout. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a intéressé plutôt dans l'industrie? Parce que j'ai lu que vous avez plutôt commencé d'ailleurs dans le secteur financier. Ça vous ennuyait un peu? J'ai commencé dans le secteur financier et au bout de 2 années, je me suis posé la question qu'est-ce que je raconterai plus tard? Et j'avais pas d'idée de ça. J'avais besoin de retourner à des racines plus terre à terre, plus terrestres. Et donc
j'ai postulé pour commencer dans une sucrerie. C'est ça, ça a été le début. En fait, au bout de 2 ans de carrière, sans doute un peu d'ennui et puis un manque de perspective. Finalement, transformer des betteraves en sucre, en alcool et en éthanol, eh bien, c'est participer à la souveraineté alimentaire, c'est participer à l'alimentation générale, et on côtoie aussi un milieu qui est fantastique, qui est le milieu agricole. Et dans le cadre d'une coopérative comme l'est Cristal Union aujourd'hui, eh bien, je côtoie 9000 adhérents coopérateurs, alors pas forcément régulièrement, mais je les vois, et c'est la force de ce modèle. Qu'est-ce que c'est la différence qu'on vient comprendre de travailler avec des coopérateurs? C'est quoi en fait? Eh bien, la différence est toute simple. Les seuls actionnaires de Cristal Union, ce sont des planteurs, livreurs de betteraves à Cristal Union. Et donc, ils sont attachés non seulement à la culture de la betterave pour eux-mêmes, mais ils sont aussi attachés au développement de l'entreprise qui va transformer ces betteraves en sucre, en alcool et en éthanol pour la carburation automobile. Et donc, de ce fait, tous les intérêts sont alignés et on travaille main dans la main avec l'ensemble des actionnaires. Et c'est assez particulier en ce sens. Pas d'autres actionnaires dans le giron de Cristal Union. Wow. Alors avant Cristal Union, on va dire que c'était pas le même nom. Vous avez rejoint ce qu'on appelait donc le groupe Vermandoise à l'époque. Vous avez commencé directeur agricole, après direction générale, adjoint du groupe, 2008. Et donc c'est en 2011 que le groupe est racheté donc par Cristal Union. Et à ce moment-là, vous êtes comment? Dans quel état d'esprit quand on se fait racheter? Dans ce cas-là. Alors, quand on se fait racheter, c'est une aventure. La société Vermandoise était une société familiale. Pour des raisons patrimoniales, les dirigeants et les actionnaires de la société ont décidé de passer la main. Et donc, moi, j'étais directeur général de la société à l'époque, hors de l'actionnariat. Et donc, j'ai participé justement à cette aventure qui a été la transmission. Mais on se pose toujours des questions. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais devoir partir? C'était un moment de doute à l'époque. On est en 2011, fin 2011, début 2012. Et finalement, Alain Commissaire, mon prédécesseur chez Cristal Union, avait sans doute décelé quelques talents chez moi et avait décidé de me faire confiance. Et donc, je suis resté à ses côtés pendant une petite dizaine d'années au sein de Cristal Union, avec un poste de directeur général adjoint pendant tout ce temps-là. Ah oui, ça fait quand même une dizaine d'années. C'était pas un peu trop long? On peut toujours être un petit peu impatient, mais ça m'a permis de prendre la mesure de ce qu'est une société qui a 9000 adhérents coopérateurs, 2000 salariés, qui génèrent un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut apprendre à bien connaître tous les rouages. Et finalement, ça m'a permis aussi d'apporter ma petite touche. J'ai été en 2014 ou 2015, maintenant ça commence à remonter, mais on a été la première entreprise à créer une direction RSE au sein du groupe. Quand j'ai présenté le modèle de la RSE à notre conseil d'administration, j'ai vraiment cru que j'allais pas sortir vivant du conseil d'administration. Mais finalement, 10 ans après, on s'aperçoit que c'était nécessaire et ça nous permet aujourd'hui d'avoir tous les leviers de transformation au sein du groupe, puisqu'on a embarqué l'ensemble des salariés, on a embarqué une grosse partie des adhérents coopérateurs dans la transition environnementale qui est un des piliers de notre RSE. Il n'y a pas que ce pilier dans notre politique RSE, il y a aussi une politique d'accompagnement de nos clients, il y a aussi une politique d'accompagnement social de l'ensemble de nos collaborateurs. Mais finalement, cette création en 2014 de cette direction RSE a été un moteur pour l'entreprise. J'ai également, pendant ce temps-là, participé à quelques développements de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise en faisant quelques acquisitions de ci, de là. Ça permet aussi de se faire un petit peu la main. Oui, parce qu'en plus, vous êtes arrivé, je crois que alors la situation était plutôt bonne, hein, mais vous étiez sur un exercice déficitaire, c'est ça? Alors qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on arrive avec un gros plan d'attaque? On va changer tout de suite? Ou vous avez attendu un peu? Effectivement, on a traversé un trou d'air. Ce trou d'air, il est arrivé en 2018 et 2019, mais un véritable trou d'air pour l'industrie sucrière, avec des déficits. C'était la première fois que ça arrivait chez Cristal Union. Des déficits importants. Et là, on s'est posé la question, qu'est-ce que sera le modèle coopératif demain? Est-ce que toutes les zones seront capables de continuer de produire de la betterave? On a fait faire des études par météo,
Météo France, par exemple, pour savoir si toutes les zones betteravières que nous avions seraient en mesure, à l'horizon 2030, 2050, 2070, de continuer de faire de la betterave. Et finalement, on a remoduler le groupe. Alors ça passe bien sûr par des réorganisations internes, mais ces réorganisations, elles ont eu lieu entre 2019 et 2020 sur pas mal de sujets. Ça a été une réorganisation sur le domaine de la distillerie. Pour rappel, on est producteur d'alcool et de bioéthanol carburant, donc on a harmonisé toutes nos pratiques en matière de distillerie. On a fait exactement la même chose sur le pôle de la sucrerie, de la production de sucre à partir de betterave. Et puis on s'est attaqué aussi à un atelier de conditionnement. Là, c'est pour le sucre d'Adi dont vous parlez tout à l'heure. On est connu sous cette marque d'Adi. Donc, on s'est attaqué à cette réorganisation avec un changement de gamme complet. Par exemple, on est passé des saches plastiques à des saches en craft. Ça, on a profité de cette situation pour réinventer notre modèle, et notamment notre modèle commercial vis-à-vis du grand public, montrer qu'on était capable d'avancer. En 2020, cette réorganisation a été terminée, et finalement, on est toujours sur ces bases-là, et ce sont des bases solides qui nous permettent aujourd'hui de tirer avantage de la situation, je dirais, en dégageant maintenant des résultats positifs qui nous permettent de financer toutes les étapes de la décarbonation. Bien sûr. Et vous parliez un petit peu aussi tout à l'heure, on parlait avec André de la façon de recruter, etc. Mais vous, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu votre style de management, voilà, en tant que patron? Alors, quand vous êtes à la tête d'une société de 2000 personnes, ça ne peut pas être du management direct, c'est forcément du management assez collaboratif. D'ailleurs, le modèle coopératif est un modèle totalement collaboratif. On rencontre souvent nos adhérents coopérateurs. J'ai ce style de management vis-à-vis de mes équipes, déjà avec un comité de direction d'une dizaine de personnes, on est 10 aujourd'hui, nous permet de veiller aux destinées du groupe. Mais tout le monde sait que je suis d'un accès relativement facile, d'un accès relativement simple. Et pour cause, j'ai connu dans ma carrière toutes les étapes et tous les niveaux de production. Donc je suis d'un accès plutôt facile. Ça facilite aussi le travail collaboratif, mais c'est quelque chose que nous avons mis en œuvre à grande échelle sur l'ensemble du groupe. Vous avez un quotidien, une journée type, ou alors, bon, c'est vrai qu'il arrive toujours plein de choses quand on est patron d'entreprise, même que des crises, des galères, mais est-ce qu'il y a un petit fil rouge? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de journée type, mais on a une particularité dans notre secteur sucrier, c'est que nous sommes une industrie saisonnière. En fait, la betterave est récoltée pendant l'automne et l'hiver. Donc on commence ce qu'on appelle des campagnes de production qui s'étalent de septembre à janvier. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a nos outils qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc une organisation du travail en interne chez Cristal Union de façon à faire en sorte que l'ensemble de la production puisse être assuré sous ces délais pendant 4 à 5 mois dans l'année. Effectivement, 2 stades. Le stade où on est en campagne, et donc ma journée commence par, je dirais, la réception des données de fabrication du jour. Pas forcément, ça n'a pas forcément de commentaires tous les jours. Et puis la période d'intercampagne où là on est plus sur les opérations de maintenance, les opérations de développement de l'entreprise, les plans d'investissement. Ça nous laisse un peu plus de temps pour réfléchir à l'avenir de Cristal Union. Et dans vos échanges avec donc les coopérateurs, le monde agricole, que ce soit d'ailleurs en période difficile ou non, c'est quoi un petit peu la façon, la stratégie que vous avez avec eux? Vous échangez très régulièrement, enfin comment ça se passe Alors déjà, la coopérative fonctionne autour d'un binôme président-directeur. Donc le président est un agriculteur, il a été élu par ses pairs au sein du conseil d'administration et il est président de Cristal Union. Et ça ne peut bien fonctionner que si nous sommes en phase l'un et l'autre et qu'on porte la même parole. De temps en temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas des discussions internes, mais ces discussions ne transpirent pas. Une fois qu'on est d'accord sur les sujets, ça permet d'avancer. Ensuite, nous avons des réunions fréquentes de notre conseil d'administration. C'est environ 1 par mois, donc ça permet aussi d'avoir le relais. Et ces conseils d'administration, en plus, relayent sur le terrain, puisqu'on a une organisation territoriale qui permet de faire remonter à la fois les informations du terrain provenance des coopérateurs, mais également de faire redescendre les informations sur la vie de la société. Et c'est ça qui crée la proximité entre les adhérents coopérateurs et le directeur général, même s'il y a quelques strates entre nous.
Est-ce que c'est un handicap, le fait, vous le disiez, vous venez de Paris, vous avez fait des très très belles écoles d'ingénieurs, et vous dites, j'étais pas fait pour venir dans ce monde-là, c'est pas un handicap, en fait, quand vous vous présentez face à eux, ou alors vous me dites, bon, maintenant, ça fait tellement d'années que je suis ici. Il y a sans doute eu des phases d'acclimatation, je ne vais pas vous le cacher, mais non, finalement, il y a toujours du respect, toujours les compétences sont au cœur du développement de Cristal Union. Donc si chacun fait son travail avec ses compétences et apporte sa pierre à l'édifice, on construit quelque chose de très haut et de très puissant. Et quand il y a eu d'ailleurs les manifestations des agriculteurs donc en début d'année, le salon de l'agriculture, il y a eu beaucoup de tensions. Vous, comment est-ce que vous avez réagi? Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Alors de mon côté, pas grand-chose, parce que c'était vraiment une grogne, plus qu'une grogne, une contestation agricole. Et là, vraiment, au niveau de l'entreprise, c'était pas notre affaire. Donc on n'est pas intervenu sur le sujet. J'ai pas forcément d'opinion. Quelques-uns de nos coopérateurs sont intervenus. Voilà, après, chacun a son libre arbitre et bien sûr peut intervenir. Mais au niveau de Cristal Union, on n'a pas pris position. On a simplement dit que voilà, il n'y avait pas de sujet qu'on n'interviendrait pas sur le sujet. On l'a écrit à l'ensemble de nos coopérateurs. Donc il y a plein d'événements extérieurs, je disais comme souvent, qui impactent la vie d'une entreprise. Et alors vous, je sais qu'aussi en 2022, c'était pas non plus une année qui était facile. J'ai vu que là, donc la campagne betteravière les rendements étaient décevants, c'est ce que vous disiez. Il y a aussi l'interdiction du recours aux néonicotinoïdes. Est-ce que là, quand vous avez tout ça qui vous arrive au fur et à mesure, vous dites bon, alors là, il faut changer tous les plans là. Alors, notre métier, c'est de s'adapter en permanence. Donc effectivement, on a beaucoup de données d'entrée, il faut être capable de les digérer. Je fais avec mon équipe, je suis pas capable de tout faire tout seul, donc bien sûr je m'appuie sur mon équipe et notamment mon comité de direction pour avancer sur les sujets. Mais ensuite, on bâtit une stratégie quand il s'agit de long terme, une tactique quand il s'agit de court terme. Donner un exemple, quand les prix du gaz se sont envolés, il a fallu qu'on change notre stratégie commerciale du tout au tout. On avait travaillé pendant des années avec un prix du gaz qui était stable. Je dirais que les paramètres les coûts de fabrication étaient relativement connus et donc si on contractait du sucre, finalement on n'avait pas beaucoup de variations. Quand le prix du gaz est monté, c'est un des poste principal de dépenses dans notre industrie. Je le disais tout à l'heure en présence d'Ertiob, on a besoin de beaucoup d'énergie pour nos process. Et donc, le prix du gaz étant monté, il a fallu qu'on change notre stratégie. Et donc, on a, par exemple, mis en place une stratégie vraiment de boucle courte, c'est-à-dire que tous les jours, on remettait à jour nos coûts de fabrication, on faisait des offres aux clients. Si le client contractait, eh bien, on arbitrait, on arrêtait on achetait le gaz, on achetait le CO2, on achetait le blé, on achetait la betterave, et donc ça nous permettait de fixer les coûts et de ne pas prendre de risques. Ça, c'est ma responsabilité vis-à-vis des 9000 adhérents coopérateurs. C'était normal, mais ça a été un exemple de ce qu'on a fait pour s'adapter, et finalement on a bien fait parce que je dirais qu'on a réussi à ne pas trop subir la crise. La crise, ça s'est traduit par une hausse des coûts de fabrication, une inflation, mais on a fait aussi augmenter, on a répercuté ces hausses sur nos produits et nos produits vendus, que ce soit le sucre, l'alcool et l'éthanol. Alors évidemment, là, toutes ces questions mènent souvent, on pense plus à la transition écologique quand on voit la hausse de tous ces coûts. Et vous l'avez dit, donc vous avez amorcé très tôt, en tout cas, toutes ces problématiques de RSE. Mais comment est-ce que vous avez un peu pris en main le sujet? Est-ce que vous avez été aidé aussi par des personnes quand ça s'est défini? Alors, vous posiez la question tout à l'heure, savoir si j'étais pas trop technique ou ingénieur, mais effectivement, j'ai ce background qui me permet de comprendre les process, et j'ai moi-même travaillé au sein d'une sucrerie, donc je connais le fonctionnement d'une sucrerie. Et effectivement, la décarbonation, pour nous, c'est un sujet qui a toujours été d'actualité. Ceci dit, les objectifs aujourd'hui qui sont fixés, que ce soit à l'horizon 2030 ou à l'horizon 2050, sont très très ambitieux. Donc il a fallu qu'on donne un coup d'accélérateur
sur cette stratégie de décarbonation. Mais pour vous dire, on avait déjà commencé en 2010. En 2010, on avait fixé des objectifs en fait, qu'on a formalisé en 2014, entre 2010 et 2020, de diminuer nos consommations d'énergie, nos émissions de CO2 et nos consommations d'eau. Il y a un paramètre dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'eau. Et nous, dès 2014, on s'est fixé des objectifs. Là, on s'est fixé des nouveaux objectifs 2020-2030, l'idée étant de réduire de un petit peu moins de 25% l'ensemble des émissions sur l'ensemble du périmètre de Cristal Union, à savoir périmètre industriel, le périmètre agricole et le périmètre des transports. Donc on a un objectif ambitieux et on le double d'un objectif sur les économies d'eau. Parce qu'en fait, dans notre métier, quand on récupère de l'énergie, on récupère aussi de l'eau. Et donc on a allié les deux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces objectifs sont très ambitieux. 5 de nos 8 sucreries, de nos 8 sites industriels, aujourd'hui, ne consomment plus d'eau dans le milieu naturel. Et on est capable de le faire. On est capable de le faire. Et ça, on le double avec des consommations d'énergie. Donc, globalement, on s'est fait... on a des compétences en interne pour développer cette stratégie. Première économie, c'est d'économiser l'énergie. C'est la première décarbonation. La deuxième, c'est de récupérer toutes les énergies qui restent dans le process. Et la troisième étape, ça sera l'utilisation de la biomasse, voire des ressources internes de la betterave, pour avoir une circularité dans notre production d'énergie. Aujourd'hui, on a de la chance. Dans la betterave, il y a un coproduit qui s'appelle la pulpe de betterave, qui permet de fournir un excédent d'énergie par rapport à nos besoins. Il faut développer la technique. C'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui. Un gros programme. Pour voir de la betterave. Merci beaucoup. Et on va pouvoir passer maintenant à l'interview chrono. Alors, j'ai lu que vous jouez du piano. Alors, quel est votre musicien préféré ? Musicien ou compositeur. S'il s'agit d'un compositeur, je suis plutôt dans les romantiques, donc Chopin, Debussy, toute cette période-là, Beethoven. C'est un moyen pour moi de m'échapper, de changer, de sortir du travail et de m'aérer le cerveau. Le dernier livre que vous avez lu ? Le dernier livre, il s'appelle La carte postale. Je vous le conseille, un livre très émouvant. Anne Beretz, je crois, mais la carte postale. Super. Est-ce que vous pouvez me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui vous inspire ? Alors, c'est pas forcément une entrepreneuse ou une dirigeante, mais j'ai eu l'occasion d'aller déjeuner chez Anne-Sophie Pic à Valence, qui a beaucoup développé la cuisine. Elle était une des premières grandes chefs. C'est une entrepreneuse. Et c'était une entrepreneuse, j'ai beaucoup apprécié sa cuisine et puis le fait qu'elle ait monté aussi cette belle entreprise. Votre rêve d'enfant, c'était quoi ? Notre rêve d'enfant, c'était de devenir pilote d'avion. Je ne désespère pas. L'application que vous utilisez le plus ? L'application informatique ? Oui, sur votre téléphone. Sur mon téléphone, plutôt les mails. Vos dernières vacances, c'était où ? C'était dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Prendre le soleil à un moment où il y avait un petit peu de grisaille en France. Et alors, vous êtes plutôt sucré ou salé ? Les deux, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour le sucré. Et enfin, dernière petite question. ChatGPT, est-ce que ça vous fait peur ou ça vous émerveille ? C'est les deux à la fois. C'est quelque chose qui est très innovant, qui va induire des changements dans la conduite, notamment des entreprises. Mais je pense aussi que c'est un ressort et il faut s'appuyer dessus pour tirer tous les avantages de cette nouvelle techno. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et merci à vous d'avoir suivi une nouvelle fois cette émission. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Merci. Au revoir.